À la une de l'actualité, la reprise de l'épidémie de coronavirus se poursuit. En France, un conseil de défense sanitaire va se tenir ce lundi. L'exécutif n'exclut pas de nouvelles restrictions. La vaccination des 5-11 ans doit également être abordée. Immigration zéro, réindustrialisation. Dans son premier discours de campagne devant plus de 10 000 personnes, Éric Zemmour se dit prêt à prendre les manettes de la France. Un meeting émaillé par des violences, des militants antiracistes infiltrés ont été agressés. Et puis nous irons en Gambie. Le président sortant Adama Barrow a été proclamé largement vainqueur de l'élection présidentielle. Un scrutin qui a énormément mobilisé 89% de participation. Mais l'opposition conteste les résultats. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur France 24. Comment endiguer la progression des taux de contamination et éviter la surtension dans les services de réanimation? Plus de 42 000 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures en France. Ce lundi, un conseil de défense sanitaire doit se tenir. Retour au télétravail, couvre-feu, vacances anticipées. Quelles sont les pistes envisagées? Le point avec Valérie Hurtel. Se faire vacciner pour freiner l'épidémie et échapper à des mesures contraignantes. À Toulouse, eux n'ont pas hésité. Je préfère vraiment me faire vacciner à de nouveau être confiné. Pour le moral de tout le monde, je pense que c'est important. On entend 50 000 contaminations pour la journée d'hier ou avant-hier. Ça devrait inquiéter les personnes qui ne se sont pas fait vacciner. Conseil de défense sanitaire demain à l'Élysée. Faut-il s'attendre à un nouveau tour de vis? A priori, pas de reconfinement, ni de retour du couvre-feu, mais des pistes seront débattues pour freiner l'épidémie. Parmi elles, une forte incitation au télétravail, une mesure réclamée par les médecins. Ça peut avoir un impact non seulement sur les contaminations qui ont lieu lors du travail, mais aussi lors de la restauration et dans les transports en commun. Y aura-t-il de nouvelles jauges? À 3 semaines de Noël, les centres commerciaux et les restaurants s'inquiètent. À Bordeaux, les restaurateurs sont pessimistes. Pour le nouvel an, c'est mal parti. J'ai déjà prévenu mon personnel en disant qu'à mon avis, le 31, on ne le fera pas. On a beaucoup d'annulations, notamment les touristes, mais aussi les écoles qui annulent un par un. Faut-il s'attendre à un retour généralisé du masque en extérieur? Certaines villes l'ont déjà anticipé. Masque obligatoire dans les rues les plus fréquentées et sur les marchés, comme ici à Strasbourg. Bonne ou mauvaise idée, les avis sont partagés. C'est un peu dur à encaisser parce qu'on s'est quand même fait vacciner 1 fois, 2 fois. Là, il va falloir faire un rappel. Ça ne me dérangerait pas de mettre le masque un peu partout si c'est pour protéger autrui. Et à l'école, l'idée d'anticiper les vacances de Noël n'est pas écartée, nous dit-on au ministère. Les syndicats enseignants, eux, préféreraient revenir à un protocole plus strict. Pour le moment, nous souhaitons fermer la classe dès le premier cas de Covid pour éviter la contamination dans les classes. Trouver des mesures efficaces sans trop contraindre ceux qui ont accepté de se faire vacciner. Pour le gouvernement, c'est un travail d'équilibriste. La France est de retour. Premier meeting de campagne d'Éric Zemmour devant 13 000 personnes à Villepinte. Le candidat d'extrême droite a annoncé la création de son parti Reconquête. Un rassemblement également émaillé d'incidents. Des militants antiracistes ont été agressés après avoir tenté de perturber l'événement. Des journalistes ont également été exfiltrés. Retour sur les moments forts de ce discours avec Karim Akiki. Quelques jours après l'annonce de sa candidature officielle à l'élection présidentielle, Éric Zemmour a tenu campagne ici à Villepinte dans une salle comble. Il a commencé son discours en disant qu'il souhaitait passer des constats à l'action et pour ce faire, il a développé ses thèmes de campagne et son programme électoral qui s'articule toujours autour de l'immigration, de l'islam, mais également de ce qu'il appelle, lui, le grand déclassement des Français. Dans une ambiance surchauffée, il est revenu sur la place de la France, perdue cette place de la France. Il a également fustigé le pouvoir et les médias qui sont les causes de ce grand déplacement d'après lui. Et puis il a développé une politique de réindustrialisation de la France en mettant l'accent notamment sur le nucléaire et la volonté pour lui de remettre des industries ici en France. Et puis les grands thèmes d'Éric Zemmour également qui ont été développés ici à Villepinte avec succès, notamment sur l'immigration, une immigration qu'il souhaite
stoppée. Il souhaite également qu'il n'y ait plus d'aide aux étrangers. Il a rappelé également son souhait pour l'assimilation, a-t-il dit, et non pas l'intégration. Éric Zemmour a fait un discours d'1 heure, 1h30 dans une ambiance surchauffée. Et à la fin de ce discours, une Marseillaise a été entonnée et on a pu entendre des slogans tels que « On est chez nous, on est chez nous ». Arrêtons ce naufrage de civilisation. Voici l'injonction lancée par le pape François depuis le camp de migrants de Lesbos, cette île grecque emblématique de la crise migratoire. Le souverain pontife a longuement rencontré des demandeurs d'asile. Retour sur les moments forts de cette journée avec Inès Olagaray. Serrer des mains, enlacer des enfants, écouter le récit de chacun. Sur l'île grecque de Lesbos, le pape François a voulu accorder un peu d'attention aux migrants du camp de Mavrovouni qui se sont pressés pour venir à sa rencontre. Je suis ici pour voir vos visages et vous regarder droit dans les yeux. Des yeux emplis de peur et d'attente, des yeux qui ont vu la violence et la pauvreté. Il y a 5 ans, le pape s'était déjà rendu sur cette île, devenue un symbole de la crise migratoire. Depuis sa dernière visite, le sort des migrants ne s'est guère amélioré. La Méditerranée, qui a uni pendant des millénaires des peuples différents et des terres éloignées, est en train de devenir un cimetière froid sans pierre tombale. Frères et sœurs, je vous en prie, arrêtons ce naufrage de civilisation. Construit en urgence après l'incendie du camp de Moria, le camp de Mavrovouni abrite encore près de 2200 demandeurs d'asile. Dans une lettre adressée au pape, une quarantaine d'ONG ont dénoncé les refoulements présumés de migrants vers la Turquie, mais aussi la mise en place de camps entourés de fils barbelés et aux accès contrôlés par des portails à rayons X. C'est déjà le cas sur les îles voisines de Samos, Léros et Kos, et de telles structures devraient être installées sur Lesbos l'année prochaine. Nous espérons qu'avec la visite du pape, quelque chose va changer. Nous ne sommes pas des prisonniers, nous voulons juste une vie meilleure. Parmi ces migrants, certains espèrent repartir avec le pape. En 2016, il avait créé la surprise en emmenant 12 Syriens avec lui, à Rome. Autre grand titre de l'actualité, l'élection présidentielle en Gambie. Le président sortant Adama Barrow a été déclaré ce dimanche très largement vainqueur avec plus de 53% des voix. Son principal concurrent Ousseynou Darbo a lui obtenu 27,7% des suffrages dans ce scrutin à un tour. Peu après l'annonce des résultats, Adama Barrow a appelé au rassemblement alors que sa victoire est déjà contestée par ses adversaires. On l'écoute. Je demande à tous mes partisans de célébrer ma victoire de manière pacifique. J'appelle tous les Gambiens à respecter notre division politique et à se rassembler comme un seul homme pour travailler au développement de notre pays. Il y a 5 ans, son accession surprise à la présidence avait mis fin à plus de 20 ans de dictature. Adama Barrow était à l'époque un quasi-novice en politique. Cécile Galluccio nous dresse le bilan de son premier mandat. Ils exultent dans les rues de Banjul. Ces Gambiens fêtent la victoire de leur candidat, le président sortant. Lui qui avait promis de ne pas s'attacher au pouvoir comme les anciens chefs d'État, vient d'être réélu pour 5 ans. Et cette fois, ce n'est pas un concours de circonstances. Né dans l'ouest de la Gambie, Adama Barrow étudie dans une école islamique de la capitale. En 1996, 2 ans après la prise de pouvoir de Yahya Jammeh, il adhère à l'UDP, le Parti démocratique unifié. 11 ans plus tard, l'homme d'affaires en est le trésorier. Membre de l'opposition assidu mais discret, il reste dans l'ombre du leader, Ousseynou Darbo. Mais en 2016, le secrétaire général du parti est arrêté. Il faut trouver un plan B pour la présidentielle. Adama Barrow, l'inconnu, passe alors de l'ombre à la lumière. Il fait tomber Yahya Jammeh et met fin à 22 ans de dictature. C'est une nouvelle Gambie, une nouvelle attitude, changer et développer notre pays. Le nouveau président met donc en place plusieurs promesses de campagne. Il stoppe le processus lancé par l'ancien président pour que la Gambie quitte la CPI. Il réintègre le Commonwealth
retire l'étiquette d'État islamique au pays et affirme souhaiter de nouvelles élections dans 3 ans. Sur ce point, il ne tient pas parole. Autre sujet qui lui fait défaut, il avait promis de rendre justice aux victimes de l'ancien régime. Nous n'allons pas enquêter uniquement sur Yahya Jammeh, mais nous allons enquêter sur tout ce qui s'est passé au cours des 22 dernières années. Plus de 4 ans plus tard, rien n'a été fait. Le mois dernier, le rapport Vérité et Réconciliation remet ses conclusions. Adama Barrow promet une nouvelle fois d'agir. Mon gouvernement étudiera attentivement le rapport pour prendre les mesures appropriées. Réélu à 56 ans, le président Barrow a encore de nombreux chantiers sur la table, notamment économiques. La Gambie est le 19e pays le plus pauvre du monde. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux profondément préoccupés suite à la publication d'un rapport accablant pour les talibans. D'anciens membres des forces de sécurité afghans seraient la cible d'exécutions sommaires. Au moins 47 personnes auraient été ainsi tuées depuis le 15 août dernier. Les talibans ont depuis réagi et nient en bloc ces accusations. Inès Olagaray. Malgré leur volonté affichée de gagner le respect de la communauté internationale, les talibans poursuivraient leurs exactions en Afghanistan. Et selon Human Rights Watch, ces exécutions viseraient particulièrement les anciens membres des forces de sécurité afghanes. Au moins 47 d'entre eux auraient été tués depuis le retour au pouvoir des talibans le 15 août dernier. Samedi, les États-Unis et une vingtaine de pays alliés ont condamné ces violences. Nous soulignons que les actions présumées constituent de graves violations des droits humains et contreviennent à l'amnistie annoncée par les talibans. Malgré les promesses d'amnistie, les talibans sont régulièrement accusés de commettre des meurtres parmi les alliés du gouvernement déchu. Dans la liste des 47 personnes citées dans le rapport de Human Rights Watch figurent des policiers, des membres de l'armée et des services de renseignement. Selon l'ONG, les talibans ont exploité la liste des agents de sécurité qui s'étaient rendus pour mener ensuite à bien leurs représailles. De son côté, le nouveau gouvernement afghan nie les faits. Ces accusations ne se fondent sur aucune preuve. Nous rejetons ces accusations. S'il y a des documents et des preuves, alors il faut nous les montrer. Ces exécutions sans procès viseraient aussi des individus soupçonnés d'appartenir au groupe État islamique, comme ici à Nangarhar, dans l'est du pays, où les forces talibanes ont mené un raid mardi dernier. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux réclament désormais l'ouverture d'enquêtes transparentes sur tous les cas d'exécution qui ont été signalés. On en vient à cette explosion volcanique meurtrière en Indonésie. Un panache de cendres est venu recouvrir une dizaine de villages de l'île de Java. Les sauveteurs multiplient les opérations pour retrouver les survivants. Au moins 14 personnes sont décédées. Le récit de Stéphanie Pérez. Des maisons, des fermes, des palmiers, engloutis sous une épaisse couche de cendres. Des habitants qui errent dans leur village devenu fantômes. En se réveillant hier, alors que la région était touchée par de fortes pluies, le volcan Semeru a pris les habitants de l'est de l'île de Java par surprise. La boue, encore chaude, fume toujours, ce qui rend les opérations de sauvetage particulièrement compliquées. Au moins 14 morts et des dizaines de blessés. Souvent des villageois qui ont sous-estimé les risques. Les gens pensaient que c'était juste des inondations comme d'habitude. On ne savait pas que c'était de la boue chaude. On a vu le ciel s'assombrir soudainement sous l'effet de la pluie et de la fumée. Une famille de 5 personnes a disparu ici, à cet endroit. Au total, 10 personnes manquent à l'appel dans le village. Les victimes ont été emportées dans les coulées de boue brûlantes. Le brusque et énorme nuage de fumée a provoqué la panique hier. Des centaines d'habitants ont quitté leur maison dans l'urgence. 1300 personnes évacuées. Aujourd'hui, certains tentent de récupérer quelques affaires essentielles, de sauver les animaux, de dégager les véhicules ensevelis. Et ce, malgré les recommandations des autorités. Au pied du volcan, l'air est saturé de poussières qui peuvent être toxiques. Ici, c'est un pont qui s'est effondré sous le poids de la boue, comme plusieurs maisons voisines. C'était l'un des attraits touristiques de cette partie de l'île de Java. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et resté sur France 24. Je vous retrouve dans une quinzaine de minutes.